Où allons-nous maintenant? Demandai-je. À Argyle Street, répondit Holmes sans hésitation. Le bureau privé de Pendlebury vous attend. Si ce scandale repose sur des intrigues et des tromperies, alors les notes de cet homme pourraient bien en dire plus que son silence. Alors que nous hélions un autre taxi, Holmes semblait animé d'une étrange intensité. Il tapotait sa jambe avec un rythme rapide, comme s'il faisait écho aux pulsations d'une horloge interne que personne d'autre n'entendait. « Je vous le dis, Watson, dit-il, ce n'est ni un crime passionnel, ni un simple vol. C'est une arme, bureaucratique. Et quelque part, derrière un bureau ou dans un registre, le véritable assassin a laissé sa signature. Argyle Street, située à 2 pas du terminus nord de King's Cross, conservait une curieuse dualité. Ses boutiques en contrebas, librairies, bureaux de tabac et tailleurs, affichaient une respectabilité victorienne distinguée, tandis que les étages supérieurs dissimulaient un dédale de bureaux, d'ateliers, et selon Holmes de secrets. La pluie s'était calmée à notre arrivée, même si les nuages étaient encore bas, comme s'ils hésitaient à se déverser sur la ville. Holmes nous ouvrit la marche, en montant un escalier étroit derrière une librairie dont la vitrine exposait des almanachs et des horaires de voyage. Il s'arrêta devant la porte du bureau de Pendlebury, un simple panneau de chêne orné d'une plaque de laiton ternie, gravée simplement « H. Pendlebury, consultant en transport ». Holmes sortit de son manteau la clé que nous avait donnée Lady Rowena, l'inséra et se retourna. La porte s'ouvrit avec le gémissement réticent de charnières désaffectées depuis longtemps. À l'intérieur, la pièce était étonnamment épurée. Un lourd bureau en noyer trônait sous une haute fenêtre, sa surface encombrée de stylos, de presse-papier et d'un encrier luisant encore faiblement. À côté se trouvaient un classeur et 2 chaises empilées. Un poêle à charbon froid était installé dans un coin et l'air régnait sur le silence moisi d'un espace trop rarement perturbé. La pièce sentait vaguement le papier, l'encre et le fantôme de la fumée de pipe. Holmes entra sans hésiter et se dirigea droit vers le bureau. « Watson, dit-il, allume la lampe. Nous aurons besoin de toute la lumière. » J'obéis tandis qu'Holmes sortait une paire de gants fins et commençait à fouiller les tiroirs avec un soin méticuleux. Il examina chaque dossier, enveloppe et carnet avec une précision délibérée, les parcourant avec la rapidité et l'efficacité d'un homme habitué à extraire la vérité de l'encre. Pendlebury tenait des registres méticuleux, murmura Holmes. Chaque proposition de contrat, chaque correspondance, même les notes internes. Ah, qu'avons-nous là? Il sortit un registre, relié en cuir, et dont le dos était fendu. Il l'ouvrit et révéla une série d'entrées, chacune datée et accompagnée d'annotations écrites avec précision et en boucle. Il parcourut les pages rapidement, murmurant entre ses dents « Modification de contrat, révision de calendrier. Remarquez la tendance, Watson. » Ces écritures, correspondant à des écarts dans le calendrier de l'appel d'offres pour la boucle sud-nord. Chaque ajustement correspond à une réclamation ou une plainte d'un entrepreneur, et pourtant chacun a été officiellement approuvé comme s'il n'avait pas été contesté. Il s'est tourné vers moi. Pendlebury notait des anomalies. Quelqu'un modifiait le calendrier sans vote officiel, et ce en toute impunité. Ne pouvait-il pas être celui qui effectuait les changements, ai-je suggéré? Il avait l'autorité nécessaire. Pas sans surveillance, répondit Holmes, et ce, sans contradiction avec ses propres objections. Il a combattu ses révisions. En voici la preuve. Il a pointé du doigt une entrée soulignée 3 mars. Proposition de retard de la liaison vers Camden Junction, techniquement injustifiée. Objection déposée auprès du comité Standish. Instruction de dérogation reçue sans autorisation. Risque déraillement à une vitesse supérieure à 64 km/h. Mon Dieu, murmurai-je, il craignait que la modification ne provoque un accident? Pas seulement redouté, dit Holmes d'un ton sombre, il a documenté la probabilité. Ce n'est pas le journal d'un homme prêt à laisser ces changements se produire sans réagir.
Nous nous sommes tournés vers le classeur. Holmes l'a déverrouillé avec la même clé et a commencé à en examiner le contenu. La plupart étaient banals. Des horaires, des plans d'arpentage, des rapports d'ingénieurs. Puis il en a sorti une fine enveloppe, adressée simplement à ouvrir uniquement en cas de décès. Il m'a jeté un coup d'œil et a brisé le sceau. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de parchemin, dont l'écriture était inhabituellement rapide. À qui de droit, si je suis parti, ce n'est pas un hasard. Mes inquiétudes concernant les modifications de Camden ont été ignorées, mes avertissements balayés. Un membre du conseil d'administration orchestre des changements qui profiteront à Midland Consolidated au détriment de la sécurité. Je soupçonne G, mais je ne peux pas encore le prouver. Ils cherchent à prendre le contrôle de la ligne, de contournement en déstabilisant les offres concurrentes. Je crains que mon silence ne soit devenu plus précieux que ma voix. Il n'y avait pas de signature, mais l'écriture correspondait à celle du registre. Holmes tint le papier à la lumière et examina le filigrane. « Du papier à lettres standard », dit-il doucement. C'était écrit à la hâte. Il avait peur, Watson. Vraiment peur. J'ai frissonné malgré la chaleur du poêle à charbon qui crépitait à la suggestion de Holmes. « ai-je demandé. « Il ne les nomme pas. »« Non, » répondit Holmes en glissant le mot dans son manteau. « Mais je sais où commencer. Mes recherches. Midland Consolidated n'a qu'un seul membre du conseil d'administration dont le nom commence par un G. Gilbert Larchmont. J'ai reconnu son nom. Un financier ferroviaire, n'est-ce pas? Un acteur majeur de l'expansion industrielle, souvent cité dans les chroniques financières. » Holmes hocha la tête. Et surtout, un homme connu pour ses transactions discrètes, un manipulateur d'intérêts, le genre d'homme qui travaille mieux dans l'ombre. Nous lui rendrons visite bien assez tôt. Avant que nous puissions partir, Holmes marqua une pause. Il avait remarqué quelque chose. Son regard était fixé sur le socle du classeur. « Intéressant », murmura-t-il. « Une égratignure. »« Non. » « Un sillon. » Il se mit à quatre pattes et examina le sol sous le placard. « Fais-le glisser, Watson, s'il te plaît. » Il était plus lourd qu'il n'y paraissait, mais avec effort, nous avons réussi à le faire avancer. Derrière, scotché, au mur se trouvait un petit paquet enveloppé dans du papier ciré. Holmes le retira avec précaution et ouvrit le paquet pour révéler un plan roulé et une page de notes. « Le plan de Camden Junction », souffla-t-il, « et à noter en plus. » Le plan était un schéma technique détaillé de la modification à proposer du carrefour. L'écriture de Pendlebury couvrait les marges. Des flèches pointaient vers des sections étiquetées « support porteur inadéquat »,« pente non conforme aux spécifications » et « mécanisme d'aiguillage obsolète ». Sous tout cela, il y avait une ligne austère, écrite à l'encre épaisse. Si elle est approuvée, cette jonction deviendra un piège mortel. Holmes se leva. « Maintenant, nous avons un mobile, » dit-il simplement. Si Pendlebury avait rendu ses notes publiques, s'il les avait présentées aux journaux ou au conseil d'administration, il aurait fait capoter tout le projet. Quiconque était derrière cette falsification risquait de perdre des millions, peut-être plus. Et vous pensez que Larchmont est responsable? Holmes secoua la tête. Je pense que Larchmont est impliqué. Reste à savoir s'il a donné l'ordre ou s'il l'a simplement approuvé à distance. Mais croyez-moi, Watson, il ne s'agit plus seulement de corruption. Il s'agit de dissimulation préméditée d'une fraude technique, et cela pourrait coûter des vies. Nous sommes sortis du bureau à la tombée de la nuit, les lampadaires de la ville projetant de longues ombres sur les trottoirs. Holmes restait silencieux tandis que nous marchions, la liasse de plans sous le bras, le regard fixé devant lui avec cette même lueur que j'avais déjà aperçue par le passé, lorsque l'énigme commençait à céder la place à sa formidable intelligence. Il était impeccablement vêtu, comme toujours, d'une jaquette bleu marine et d'une cravate bordeaux, le visage empreint d'assurance. Il saluait ses collègues avec un charme superficiel, mais Holmes remarqua quelque chose que je n'avais pas remarqué. « Remarquez la tension dans sa mâchoire, Watson », murmura-t-il.
Il a entendu les affirmations de Rowena. Il calcule, il évalue ce qu'elle sait et ce que je pourrais bien détenir. Les minutes passèrent. Puis, une porte s'ouvrit et un messager entra dans le hall. « Monsieur Holmes, vous êtes prié d'entrer. » Holmes redressa ses revers et franchit les lourdes portes en chêne, moi sur ses talons. La salle du conseil était un amphithéâtre de chaises en noyer poli et en cuir, centrées autour d'une immense table dressée avec des papiers, des verres et 2 horloges, une locale, une de Greenwich. Assis à la tête de la salle se trouvait Larchmont lui-même, entouré de ses collègues administrateurs. « Monsieur Holmes, » commença Larchmont, « il semblerait que vous déteniez des informations concernant la réputation de cette entreprise. Souhaitez-vous porter une accusation formelle ?» Holmes resta debout. « Ce que j'ai, messieurs, ce sont des documents authentiques, détaillant des évaluations techniques frauduleuses, des approbations de sécurité falsifiées et un complot visant à modifier les plans d'infrastructure afin de saboter la concurrence et de garantir la domination de cette entreprise sur les marchés. » Il y eut une certaine agitation parmi les directeurs. Larchmont leva la main. « Monsieur Holmes, dit-il d'une voix douce, c'est une accusation grave et je suis sûr que vous comprenez qu'elle entraîne des conséquences si elle est infondée. » Holmes sortit de son manteau 2 dossiers, l'un contenant les schémas originaux de Pendlebury, l'autre le programme falsifié portant la signature du fictif R.G. Glaive. « Voici, dit-il, les évaluations originales soumises par Horace Pendlebury, ainsi que les faux utilisés pour passer outre ces objections. Ces derniers portent le cachet et l'approbation d'une entité fictive, le soi-disant comité d'examen de l'insécurité. De plus, je possède une écriture comptable de la main même de Pendlebury, dans laquelle il prévient que cette révision présente un risque catastrophique pour les vies humaines et les biens. » Un murmure s'éleva dans la salle. L'un des ingénieurs, un certain M. Hartridge, se pencha et examina les documents. « C'est impossible, » a-t-il déclaré. « Ces chiffres... J'ai certifié les mécanismes d'aiguillage de Camden sur la base de ces spécifications. Si ces chiffres sont faux, toute la ligne est compromise. »« Exactement, » dit Holmes. Larchmont se leva, la voix calme. « Et où, je vous prie, avez-vous acquis ces documents ?»« Des archives privées de Pendlebury, » répondit Holmes. « Et des mains d'un deuxième homme, Philip Gowan, qui est mort en tentant de détruire les mêmes documents dans un incendie à le London Herald. Sa mort, comme celle de Pendlebury, n'est pas le fruit du hasard. Un changement visible s'est produit dans la pièce. » Lady Rowena se leva de sa chaise. « Je peux confirmer que M. Pendlebury avait exprimé des craintes pour sa vie avant sa mort, dit-elle, et qu'un homme correspondant à la description d'un fonctionnaire du ministère, bien qu'il n'y fût pas affilié, a été vu en train de retirer des preuves de la scène de son décès. » Le sang-froid de Larchmont s'est brisé. Allons-nous laisser les oui-dire et les insinuations théâtrales dicter l'orientation de ce conseil ? A-t-il lancé. S'il y a eu un crime, que la police s'en charge. Nous ne sommes pas dans un tribunal. Holmes fit un pas en avant. Non, monsieur Larchmont, nous ne sommes pas dans un tribunal, mais vous n'êtes pas non plus aux commandes. Voyez-vous, le faux introduit hier dans les archives comportait une faille délibérée, une incohérence technique connue seulement de Pendlebury et de moi-même. Hier soir, l'un de vos agents a tenté de corriger cette faille en substituant à nouveau le fichier, révélant ainsi votre connaissance d'un document qui ne devrait pas exister. Holmes fouilla dans sa poche et en sortit l'original falsifié qu'il avait placé, celui contenant l'erreur. Ce document m'a été retourné ce matin, anonymement par un intermédiaire. Il marqua une pause. Seul quelqu'un connaissant parfaitement la fraude chercherait à corriger un détail qu'il croyait erroné. Ce faisant, ils se sont révélés. Monsieur Price, votre homme au manteau marron, a disparu. Gowan est mort. Pendlebury a été réduit au silence. Mais vous, monsieur Larchmont, vous avez mené ce train dans l'ombre. Larchmont pâlit. C'est absurde. La voix de Holmes baissa, douce et cinglante. Absurde et démontrable.
À ce moment précis, une porte s'ouvrit et l'inspecteur Lestrade entra, flanqué de 2 agents. Ce n'était pas une coïncidence. « Gilberte Larchmont, » a déclaré Lestrade en présentant un mandat, « vous êtes par la présente accusé de complot, en vue de commettre une fraude, de falsification de dossiers de sécurité, d'obstruction à la justice et de complicité présumée dans les décès d'Horace Pendlebury et de Philip Gowan. » Le silence était absolu. Larchmont redressa sa cravate d'une main tremblante et ne dit plus rien. Les agents s'avancèrent et l'emmenèrent. Holmes se tourna vers le conseil d'administration. « Je vous suggère de lancer un audit complet du projet de Camden Junction et de consulter une nouvelle équipe d'ingénieurs. » Lady Rowena expira lentement et s'approcha de Holmes. « Vous avez révélé un réseau de corruption qui aurait condamné des centaines de personnes. » Holmes secoua la tête. « J'ai simplement suivi la piste d'un homme qui a essayé de faire ce qui était juste. » Elle croisa son regard. « C'est possible, mais tous les hommes ne peuvent pas lire de telles traces. » Alors que la réunion se terminait par des discussions feutrées et des froissements de papier, Holmes et moi sortîmes dans l'aube naissante. Le brouillard commençait à se dissiper, révélant un Londres nettoyé par le scandale et le souffle de la vérité. « Vous soupçonniez Larchmont depuis le début ?» demandai-je, alors que nous nous dirigions vers la rue. « Je soupçonnais quelqu'un de haut placé d'avoir intérêt à se taire, » répondit Holmes. « L'arrogance de Larchmont a révélé son jeu, mais c'est Pendlebury qui a allumé la lanterne. Je n'ai fait que suivre sa lueur. Nous avons marché en silence pendant un moment encore. »« Et l'homme au manteau marron ?» demandai-je. Holmes soupira. « Parti pour l'instant. Mais je soupçonne qu'il réapparaîtra dans une autre ombre, un autre scandale. Les hommes comme lui ne disparaissent jamais vraiment. Ils sont simplement réaffectés. » Il s'arrêta sur le trottoir observant la circulation. « Voyez-vous, Watson, la justice est rarement prompte ni pure, mais avec de l'intelligence et de la persévérance, on peut la piéger. » Les jours qui suivirent l'arrestation de Gilberte, Larchmont furent d'une gravité telle qu'ils pesèrent lourdement sur les milieux financiers et industriels londoniens. Les gros titres des journaux portaient les mots « La fraude ferroviaire révélée »,« Un réalisateur accusé dans un scandale de double mort » et « La ligne Camden risque de s'effondrer ». L'information a fait le tour des journaux comme un feu d'artifice, et le public, qui ne se contente jamais longtemps du silence politique, a réclamé une transparence totale. Mais dans le quartier plus calme de Baker Street, la vie reprit son rythme curieux, perturbé seulement par le faible écho d'une horloge qui tourne et le tourbillon omniprésent de fumée de pipe provenant de la chaise de Holmes près du feu. Le 3e jour après la révélation du conseil d'administration, je suis rentré de ma tournée et j'ai trouvé Holmes dans une humeur inhabituellement pensive. Le réverbère était faible, les rideaux tirés malgré le soleil, et une enveloppe non ouverte était posée sur la table à côté de son petit déjeuner intact. Je me suis assis en face de lui. « Tu n'es pas sorti ce matin ?» demandai-je. Il fit un geste vague vers la fenêtre. « Seulement jusqu'au kiosque à journaux. Le reste, je l'ai observé d'ici. Parfois, Watson, la conclusion d'une affaire n'apporte pas de résolution, mais une réflexion. » Il tapota l'enveloppe d'un « Enfin, une lettre de Lady Rowena. » J'ai haussé les sourcils. « Qu'est-ce qu'elle dit ?»« Veuillez prendre soin des documents, » dit l'employé avec un geste vague. « À titre de référence seulement. Pas de copie. Quelqu'un viendra bientôt pour superviser. » Il est parti sans autre cérémonie. Holmes fit mine de feuilleter, un volume relié de listes de fret, mais son regard parcourait constamment la pièce. Au bout de quelques instants, il me fit signe de m'approcher du mur du fond où se trouvait une immense armoire étiquetée « District de Camden, ingénierie et révision des appels d'offres debout, verrouillés. » « Surveillez les tiroirs à « Cartes », murmura-t-il. Si l'un de nos lecteurs bouge, toussez bruyamment. Avant que je puisse poser d'autres questions, il sortit un petit outil de sa poche et avec une finesse experte força la serrure du placard en quelques secondes. La porte s'ouvrit silencieusement, révélant des rangées de dossiers.
Holmes parcourut les étiquettes avec une rapidité et une efficacité remarquables. Nous y voilà. Annexe C, projet original de Pendlebury et la révision. Il sortit 2 dossiers et les posa côte à côte sur une table proche. Il se tourna vers moi, l'air sévère. Comparez-les. À première vue, les documents semblaient des presque identiques. Tous deux portèrent le titre « Évaluation de la charge de Camden Junction » et étaient signés par Pendlebury. Mais Holmes désigna les schémas techniques au bas de chaque page. « Remarquez l'angle de la pente, dit-il. Ici, 3,2%. Ici, 3,9%. Une petite différence, certes, mais suffisante pour dépasser les tolérances à grande vitesse. Et remarquez ceci, le document avec la pente la plus prononcée porte une signature antidatée et a été tamponné par un fonctionnaire inconnu. Il tapota le timbre R.G. Glaive, comité d'examen de la sécurité. « Je n'ai jamais entendu parler d'un tel comité, » dit Holmes, « et aucune trace n'a été retrouvée ailleurs. Nous devons retrouver ce Glaive. » Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit et une nouvelle silhouette entra. Grande, posée et indubitablement le même homme que Lady Rowena avait décrit. Le pardessus marron, la mâchoire sévère, les bottes du gouvernement polies à un éclat militaire. Holmes ne réagit pas, fermant soigneusement le dossier et le glissant dans son manteau. L'homme s'est approché, les mains derrière le dos. « Messieurs, » dit-il froidement, « je crains de devoir vous interroger sur ce que vous faites ici. Ces archives sont confidentielles. » Holmes leva les yeux avec la politesse désinvolte d'un petit fonctionnaire. « Hildebrand Wicks, London Legal Trust. Nous avons l'autorisation complète. » L'homme ne broncha pas. « Puis-je voir vos papiers ?» Holmes lui remit les faux documents. L'homme les parcourut puis leva les yeux. « Tout est en règle, » dit-il d'un ton hésitant. « Mais je vous demande de ne prendre aucun document. Ils sont là pour référence seulement. »« Bien sûr, » répondit Holmes d'un ton affirmatif. « Nous vérifions simplement les garanties de sécurité municipale. » L'homme s'attarda encore un moment, puis hocha brièvement la tête et se détourna, sortant dans un couloir latéral. Holmes n'attendit qu'un battement de cœur avant de retourner brusquement au placard. « Allons, Watson, » dit-il vivement en récupérant le dossier falsifié. « Nous ne sommes pas ici simplement pour observer. Nous sommes ici pour laisser quelque chose derrière nous. » Il sortit de son manteau une copie exacte de la révision falsifiée, une copie qu'il avait rédigée la nuit précédente après des heures d'études minutieuses. Mais cette version, a-t-il poursuivi, comporte une modification critique, une erreur dans le calcul de la charge qui, si elle n'était pas corrigée, signalerait le plan comme dangereux lors de tout audit futur. « Tu tends un piège ?» Holmes sourit. « Exactement. Dès que quelqu'un tentera de citer ce dossier pour défendre le plan Camden, il se révélera car seul le véritable conspirateur saura quelle version est censée figurer au cabinet. » Il remplaça la fausse révision et remit l'original dans son manteau. « Quand ce moment viendra, je t'attendrai. » Nous sommes sortis du bâtiment sans autre incident. Holmes n'a rien dit jusqu'à ce que nous soyons de retour dans le taxi. « J'ai reconnu l'homme au manteau marron, dit-il. Il s'appelle Barclay Price, ancien agent des renseignements de l'armée. Il est aujourd'hui agent de liaison entre le ministère des Transports et Midland Consolidated. J'ai déjà rencontré son genre, un homme de main déguisé en fonctionnaire. Tu penses que c'est lui qui a intercepté Pendlebury à King's Cross? J'en suis certain, dit Holmes. Il a retiré la mallette. Il a supervisé la destruction des documents à le héros. Et maintenant, il garde les dossiers falsifiés. Et Larchemont? Holmes plissa les yeux. Toujours isolé, mais ça va changer. Ma prochaine action est de le forcer à se montrer. Et pour cela, nous aurons besoin de Lady Rowena. Nous sommes arrivés à sa résidence de Mayfair peu après midi. Elle nous a accueillis immédiatement, son calme légèrement diminué, mais sa détermination toujours aussi vive. « Monsieur Holmes, dit-elle, j'espérais que vous reviendriez bientôt.
Je viens d'apprendre que Gilbert Larchmont a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration cet après-midi. Vraiment? Les yeux de Holmes brillèrent. Et vous? A-t-il invité? En tant que mécène, pas en tant qu'électeur. Mais j'ai l'intention d'y assister. Excellent, dit Holmes. Alors vous me transmettrez un message que seuls les coupables comprendront. Il se pencha en avant, baissant la voix. Vous mentionnerez que vous êtes en possession des notes finales de Pendlebury. Parmi elles figure une entrée signée dans un registre désignant un conspirateur dans les révisions du Carrefour. Ce document est actuellement entre mes mains et sera rendu public à moins que le conseil d'administration ne fasse preuve d'une transparence totale. Lady Rowena hésita. Et s'ils nient, ils le feront, dit Holmes. Mais l'un d'eux ne parviendra pas à feindre le calme. Observez leur visage, notez ceux qui protestent trop vite, et dites-leur que j'assisterai à la séance publique de demain pour présenter mes conclusions. Elle inclina la tête. Considérez que c'est fait. Alors que nous retournions dans les rues brumeuses de Londres, Holmes expira profondément, comme un homme qui venait de poser sa dernière pièce sur l'échiquier. Le piège est tendu, Watson. Un document falsifié, un autre caché. Un témoin, piégé. Et un homme qui se croit au-dessus de tout soupçon découvrira que le temps, comme les trains qu'il manipule, n'attend personne. Le lendemain matin, un vent froid d'est se leva et un ciel argenté couleur fer-blanc. Le brouillard s'accrochait au toit de Londres avec une telle ténacité que même le soleil, lorsqu'il se leva, le fit à contre-cœur. À 9 heures précises, Holmes et moi nous trouvions de nouveau sous la grande arche du siège de Midland Consolidated, sur le viaduc de Holborn, le siège même du pouvoir d'où les contrats de Camden avaient été signés, scellés, et, si Holmes avait raison, corrompu à l'intérieur, l'ambiance était électrique. La réunion d'urgence du conseil d'administration avait rassemblé tous les administrateurs, investisseurs, consultants en ingénierie et même une poignée d'attachés de presse influents. Lady Rowena Standish arriva peu après nous, sa présence étant aussi révélatrice que sa tenue de deuil en soi. Holmes lui adressa un signe de tête discret qu'elle lui rendit avec une précision glaciale avant de disparaître dans la salle du conseil. « Elle joue son rôle à la perfection », murmura Holmes. « Maintenant, attendons que les choses se mettent en place. » Nous sommes restés dans l'atrium extérieur, Holmes arpentant nonchalamment le sol en marbre, les mains jointes dans le dos, tandis que, debout près d'une colonne de pierre, je regardais le flot des participants. Parmi eux, j'ai reconnu plusieurs noms cités par Holmes dans ses notes. Conseiller juridique, ingénieur, homme politique. Mais c'est l'entrée de Gilbert Larchmont qui a immédiatement attiré son attention. « Nous parlerons à Larchmont », dit-il enfin. « Mais avec prudence. Un homme comme lui fréquente des gens influents et il ne travaillera peut-être pas seul. » Alors que nous élions un taxi et entamions le trajet vers Mayfair, je ne pouvais m'empêcher de ressentir le poids de ce que nous avions découvert. Mobile, moyen et silence achetés par la peur. Le jeu ne se déroulait plus simplement. Il prenait de l'ampleur, et quelque part sur les rails de la tromperie, le danger nous guettait. À notre arrivée à la résidence Larchmont, la nuit enveloppait la ville comme un épais manteau de laine. Le brouillard, s'élevant des rues humides, de Mayfair, tourbillonnait en volutes fantomatiques autour des valets de pied postés devant la double porte du 15 Belgrave Crescent. Des réverbères crépitaient le long de l'avenue, projetant des halos de lumière vacillante sur les marches de marbre poli. La demeure elle-même, une imposante façade de pierre blanche de 3 étages, se dressait tel un bastion de richesse et d'influence, ses fenêtres luisant d'une chaleur dorée. Holmes observait le bâtiment avec le regard plissé d'un maître d'échecs étudiant la forteresse de son adversaire. « Larchmont reçoit ce soir », murmura-t-il en observant la présence de calèches et de cochers en livrée. « Une soirée pour l'élite industrielle, sans aucun doute. Une couverture commode pour des affaires déguisées en plaisanterie. Ah, tu veux l'affronter directement ?» demandai-je. « Pas vraiment. Il vaut mieux approcher un lion distrait. Non, Watson. Nous n'entrerons pas par devant. Notre approche doit être oblique. »
Il nous conduisit dans l'étroite ruelle à droite du domaine, passant devant les cuisines où une porte de service donnait sur les quartiers des domestiques. Holmes sortit un bout de papier, volé, je l'appris plus tard, à une ancienne secrétaire de Larchmont, et le tendit à un jeune homme qui cirait des bottes près de la porte. « Je crois que mademoiselle Penrose a oublié son réticule lors de sa dernière visite, » dit Holmes, affichant un air d'aristocratie désinvolte. « J'ai promis de le lui récupérer. Vous comprenez, elle est dans un état lamentable. » Le jeune homme regarda le papier, lut le message griffonné et hocha la tête visiblement convaincu. Salon du 2e étage, de l'autre côté du couloir principal, juste à côté de l'escalier. Attention à ne pas traîner, monsieur. Monsieur Larchmont n'aime pas les intrus. Avec ça, nous étions à l'intérieur. Le couloir était luxueusement décoré. Papier peint en velours, moulures sculptées et peintures à l'huile représentant des voies ferrées et des ponts ornaient fièrement les murs. Des rires et de la musique s'échappèrent des profondeurs de l'appartement, mais Holmes ignora cette gaieté et se dirigea résolument vers un petit bureau situé juste à côté du couloir principal. Il crocheta la serrure avec une habileté que je ne trouvais plus surprenante, et se glissa à l'intérieur en me faisant signe de le suivre. La pièce était exactement ce qu'on attendait d'un homme comme Gilberte Larchmont, ordonnée, ostentatoire et froide. Des étagères garnies de livres de comptes et de portefeuilles étaient adossées au mur. Un globe terrestre reposait sur un socle en acajou. Au centre, un immense bureau, dont la surface était épurée, à l'exception d'une carafe en cristal et d'un cigare à moitié fini. Holmes se dirigea immédiatement vers les tiroirs et commença sa recherche silencieuse, soulevant délicatement les papiers, lisant les passages avec une précision rapide. « Ah » dit-il enfin, en exhibant une liasse de documents. « Le compte rendu du conseil d'administration du dernier trimestre. Voyons comment l'histoire a été réécrite. Nous avons parcouru les pages, et au premier abord elles nous ont semblé banales. Un compte rendu de réunion, de vote, de petits différends financiers. Mais Holmes s'est arrêté, les yeux brillants. Watson, comparez ces deux entrées. Il plaça côte à côte 2 pages, datées de seulement 15 jours d'intervalle. Sur la première, un vote avait été enregistré approuvant le projet révisé de Camden Junction, 5 voix pour, 2 contre. Sur la seconde, une correction rétrospective affirmait que le vote avait été unanime. « La correction n'est pas signée », remarqua Holmes, « inhabituel. Et regardez, le nom de Pendlebury ne figure pas sur la liste de présence de cette dernière, alors qu'on savait qu'il était présent. Lady Rowena a confirmé sa présence aux 2 réunions. « Une omission délibérée ?» demandai-je. « En effet, mais plus que ça, c'est une invention. Quelqu'un a falsifié le compte rendu officiel pour suggérer que Pendlebury soutenait les changements. » Holmes leva une loupe et examina l'encre. Consistance différente. La correction a été faite avec une plume plus fine. Vous voyez comme les traits oscillent légèrement. Ce n'est pas la même main que le scribe original. Et remarquez, cette expression, ajustement jugée non critique, n'apparaît nulle part ailleurs dans le document. C'est une expression que je n'ai vue qu'une seule fois auparavant. Il fouilla dans son manteau et sortit le plan annoté du bureau de Pendlebury. Voilà, il pointa du doigt. Cette formulation exacte figurait dans une note en marge du plan de jonction modifié. Une expression juridique utilisée pour indemniser ceux qui approuvent des structures non conformes. Tu penses que le même homme a modifié les 2 ? Je pense que cette phrase est une empreinte digitale, et j'ai l'intention de remonter jusqu'à son propriétaire. Il remit les documents à leur place avec le plus grand soin. Nous devons partir avant de prolonger notre séjour. Nous quittâmes le bureau sans incident, traversâmes le vestibule et émergeâmes à nouveau dans la froide nuit londonienne. Holmes resta étonnamment silencieux, tandis que nous marchions d'un pas vif et déterminé. « Pourquoi ne pas affronter Larchmont maintenant ?» demandai-je. « Les procès-verbaux falsifiés sont sûrement accablants. Accablants, certes, mais insuffisants.
Si nous le confrontons maintenant, il niera tout, détruira tout ce qu'il peut et se réfugiera derrière des avocats. Non, Watson, nous exigeons non seulement des preuves, mais des démonstrations. Une contradiction si irréfutable qu'elle force même le plus coupable à vaciller. Il s'arrêta brusquement sous un réverbère et sortit un petit carnet de son manteau. Il y griffonna quelques lignes, puis sourit faiblement. « Vous vous souvenez du mégot de cigarette de King's Cross? Bien sûr, ce n'était pas Pendlebury. C'était frais, laissé par quelqu'un qui attendait. » Holmes leva les yeux. « J'ai envisagé l'idée que Pendlebury n'était pas simplement suivi, mais rencontré. Que quelqu'un l'ait intercepté sous le regard de l'horloge. Quelqu'un qui croyait que l'anonymat de la station dissimulerait une rencontre clandestine. Mais si c'était le cas, pourquoi apporter une mallette remplie de plans confidentiels? Pour les livrer, ai-je osé? Ou de les dénoncer, répondit Holmes. Je crois maintenant que Pendlebury avait l'intention de transmettre les documents à un allié, quelqu'un qui pourrait agir en conséquence. Peut-être un membre de la presse ou un lanceur d'alerte interne, et au lieu de cela, il a été intercepté. Exactement. Et l'homme qui l'a intercepté l'a soit effrayé à mort, soit s'est assuré plus directement de son silence. Holmes fit signe à un taxi de s'arrêter. Au bureau de le London Herald, ordonna-t-il. Si Pendlebury a contacté d'autres personnes que la salle de réunion, quelqu'un pourrait le savoir. Et sinon, il n'a pas terminé sa pensée. Mais l'intensité de son regard m'a indiqué que son esprit avait déjà avancé de 3 pas. Alors, que le taxi s'enfonçait dans la nuit, le brouillard s'épaississant à nouveau autour de la ville. Je sentais que nous nous rapprochions d'un précipice, un gouffre caché de collusion et de tromperie dont nous n'avions pas encore pleinement mesuré la profondeur. Les bureaux de le London Herald, situés dans le labyrinthe de briques lettrées et de fumée de linotype de Fleet Street, étaient depuis longtemps un bastion du journalisme londonien le plus intègre. Plume acérée, méfiance envers le Parlement et toujours avide de scandales. Nous arrivâmes peu après 22 heures, mais le bâtiment bourdonnait de vie. Le claquement des machines à écrire, les voix qui s'élevaient et le sifflement des presses à imprimer résonnaient dans l'épaisse fumée comme le battement de cœur d'une bête qui ne dort jamais. Un seul carillon de l'horloge du chemin de fer et un homme disparaît dans un silence scandaleux. Bienvenue sur Minuit Mystère. Je suis votre hôte Alain. Gardons ce mystère bien vivant. Laissez un commentaire et partagez votre lieu d'écoute. Votre avis rend chaque histoire encore plus passionnante. Commençons. Je ne l'ai pas encore ouvert. Sur ce, il brisa le sceau et déplia l'unique feuille de parchemin fin. Son regard parcourut lentement la page, et pendant un instant, le seul bruit dans la pièce fut le craquement du fauteuil en osier sous moi. Finalement, il le posa. « Elle exprime sa gratitude », a-t-il déclaré, et confirme que le conseil d'administration a résilié tous les contrats en cours dans l'attente d'un audit complet. Le carrefour de Camden sera redessiné par des ingénieurs indépendants. J'ai hoché la tête. Un résultat juste, alors. Il émit un léger bourdonnement ambigu. La justice dans la conception, peut-être, mais pas dans les conséquences. Il se leva et traversa le placard contre le mur. Il en sortit le plan original, caché derrière le classeur de Pendlebury. Le papier était froissé par les manipulations, ses bords étaient maintenant usés, mais les annotations nettes, les avertissements sévères et insistants de Pendlebury restaient nets. Cet homme a vu le désastre avant tout le monde, et pour cela, il a été réduit au silence. « Hâté !» dit Holmes d'une voix calme, non pas par balle ni par arme blanche, mais par la pression, par la peur, c'est l'arme de l'assassin moderne, la bureaucratie et l'effacement. Je suis resté silencieux un moment, puis j'ai demandé « Croyez-vous que Larchmont ait réellement orchestré ces meurtres ?» Holmes fut lent à répondre. « Je crois qu'il a déclenché la chaîne. La mort de Pendlebury porte tous les signes d'une manipulation subtile. Stress, confrontation, échec soudain d'un homme assiégé psychologiquement. Et Gowan, le désespoir l'a conduit à sa fin. Mais l'homme qui a fait pencher la balance, celui qui s'est posté sous l'horloge de la gare et a pris cette mallette, nous ne l'avons pas encore touché.
Prix Barclay? Holmes hocha la tête. Le fantôme dans la fumée. J'ai fait une enquête ce matin. Son nom a été rayé des registres auxiliaires du ministère. Pas d'adresse de réexpédition, pas de traces. Je fronçai les sourcils. Et rien qui le lie directement au crime, rien qui puisse résister à un juge. Watson est un agent de l'ombre, un parmi tant d'autres. Ces hommes sont des instruments. Ils transportent le charbon, mais quelqu'un d'autre alimente le moteur. Il retourna à sa chaise et croisa les doigts. Pourtant, Larchmont a été malin, jusqu'au bout. Son erreur n'était pas la falsification, mais la croyance qu'il pouvait déjouer le temps. C'est le calendrier qui l'a trahi. Les procès-verbaux modifiés, les votes décalés, les incohérences techniques. Tout cela était trop précis. La vraie corruption n'est jamais aussi ponctuelle. Holmes se releva et se dirigea vers la cheminée où se trouvait maintenant la petite montre de poche de chemin de fer ayant appartenu à Horace Pendlebury, qui tournait à un rythme infaillible. Il a bâti sa vie autour de la précision, t'a dit Holmes en remontant doucement la tige. Et finalement, c'est ce principe même qui m'a conduit à lui. Un homme aussi obsédé par la ponctualité n'aurait jamais commis d'erreur dans ses calculs. Il n'aurait pas non plus approuvé une déviation qu'il avait déjà condamnée par écrit. Il se tourna alors vers moi, la netteté habituelle de ses traits adoucie par autre chose. Le regret, peut-être, ou la lassitude de la clarté morale. Je me demande parfois, songea-t-il, si nos victoires ne sont pas simplement le moins tragique des résultats possibles. Avant que je puisse répondre, Madame Hudson entra avec un petit paquet. « Un courrier pour vous, Monsieur Holmes, mentionné confidentiel. » Holmes l'accepta et ouvrit l'emballage en papier Kraft. À l'intérieur se trouvait une petite boîte contenant une clé de chemin de fer en laiton usé et un mot. Il le lut à voix haute. « À l'homme qui a veillé à ce que la vérité ne soit pas enfouie sous des calendriers. Horace aurait voulu que vous ayez ceci. R.S. Rowena Standish, dis-je. » Holmes examina la clé. Le passe-partout du registre privé de Pendlebury. Il contenait sans doute d'autres documents qu'il conservait en cas de problème. Il le plaça dans le tiroir de son bureau avec révérence, puis se retourna vers le foyer. « Cette horloge de King's Cross sonne encore tous les quarts d'heure, » dit-il après un long silence. « Chaque voyageur qui passe sous elle porte sa propre destination, sa propre notion du temps. Mais pour un homme, elle est devenue le visage de la vérité et le lieu de son silence. » Dehors, le cri étouffé d'un vendeur de journaux résonnait dans Baker Street, faisant la une des journaux de toute la ville. Justice pour Camden. Le procès de Larchmont est prévu pour décembre. Holmes sourit faiblement. Même maintenant, la ville continue de tourner, remarquant à peine les fantômes sous ses quais. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre, regardant la rue en contrebas, tandis que les voitures passaient et que les piétons se dépêchaient, la tête abaissée contre le vent. Ce sera une ville plus calme, qu'a dis-je, grâce à ton travail. Holmes leva les yeux. Grâce au courage de Pendlebury, et parce que quelques notes éparses ont survécu à l'incendie. Il tapota une fois la montre de poche sur la cheminée, laissant son tic-tac remplir le silence. Il y a toujours des horloges, Watson. Certaines sonnent l'heure, d'autres mesurent l'espace entre les questions, mais de temps en temps, seulement de temps en temps, on s'arrête. Et dans ce silence, on entend la vérité. La pièce devint silencieuse, à l'exception du léger tic-tac qui résonnait entre nous, marquant la fin de l'affaire mais pas la fin de son souvenir. Holmes reprit son violon, tirant l'archet sur les cordes d'un mouvement lent et posé. La mélodie, qui suivit, était mineure, épurée et d'une beauté étrange. Ce n'était pas un chant de victoire, mais un chant de réconciliation. Une semaine après que les événements entourant le scandale de Camden se soient apaisés, je me retrouvais assis au salon du 221B Baker Street, à griffonner les dernières pages de mes notes dans un journal à la reliure de cuir usé que je tenais pour les affaires non encore destinées à la publication. Holmes, comme toujours, était assis dans son fauteuil, pipe à la main.
le regard fixé sur le feu comme s'il lisait dans le scintillement des flammes quelque chose qu'aucun homme ordinaire ne pourrait déchiffrer. Dehors, les réverbères à gaz scintillaient le long de Baker Street et le brouillard, toujours compagnon de nos aventures, était bas et doux comme le souffle de la ville elle-même, réticente à abandonner ce qu'elle savait. « J'espère que vous m'avez rendu suffisamment énigmatique dans votre récit, Watson, » dit Holmes sans détourner le regard, même si j'imagine que la tentation de dramatiser était irrésistible. « Je relate simplement les faits tels qu'ils se sont produits, » répondis-je avec un léger sourire. « J'aurais peut-être mentionné votre silence plutôt théâtral dans la salle de réunion. » Holmes émit un grognement évasif. Il vaut mieux laisser le théâtre à ceux qui croient que la justice est une mise en scène. Je trouve que la vérité n'a pas souvent besoin d'être embellie. Il tapota sa pipe contre le rebord de l'âtre. Et pourtant, la vérité est une invitée délicate. Watson, rarement invité et rarement autorisé à rester. Cette vérité-là, je le crains, sera balayée par les commissions d'enquête et les enquêtes gouvernementales jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose de bien plus acceptable. J'ai levé les yeux. « Tu crois que Larchmont échappera à la justice ?»« Je crois, » dit-il lentement, « que la loi risque de voir son influence réduite par la durée de l'influence de certains hommes. Il devra comparaître devant un tribunal, certes, mais avec des arguments sérieux. Ses alliés se rallieront, ses avocats clameront leur ignorance, et un ou deux boucs émissaires seront offerts au loup. Au mieux, il sera ruiné professionnellement. Au pire, il se retirera tranquillement sur le continent. » Je fronçai les sourcils. « C'est une conclusion plutôt sombre pour une affaire que nous semblions avoir gagnée. Nous avons gagné la vérité, » corrigea Holmes. « Ce que le monde en fait n'est plus sous notre contrôle. » On frappa à la porte, et Madame Hudson entra avec un plateau en argent sur lequel reposait un billet plié et scellé à la cire bleue. Elle le tendit à Holmes avec son mélange habituel de révérence et de patience. « Un autre admirateur, peut-être » remarqua-t-elle avant de reculer. Holmes brisa le sceau d'un mouvement du pouce et scruta le contenu. « C'est de Llewellyn à le London Herald. Ils ont obtenu un accès exclusif aux documents originaux du bureau de Pendlebury, par l'intermédiaire de Lady Rowena, sans aucun doute. L'exposé paraîtra dans l'édition de demain matin. » Un jeune rédacteur en chef, les yeux embrumés mais alertes, répondit à la porte et en entendant le nom de Holmes, nous conduisit promptement dans un bureau du 2e étage, encore éclairé et occupé. Là, à un modeste bureau surmonté d'une pile d'épreuves, était assis un homme que Holmes présenta comme étant Andrew Llewellyn, le héros-rédacteur en chef des enquêtes. Il était mince, avec des cernes sous des yeux intelligents et l'air de quelqu'un dont la confiance ne se gagnait pas facilement. Une cigarette fumante était collée à ses lèvres, alors même qu'il offrait une poignée de main à Holmes. « Vous venez de perdre votre homme, » dit Llewellyn en nous faisant signe de nous asseoir. « Pendlebury, si vous êtes ici pour sa mort, vous n'êtes pas seul. »« Vous le connaissiez ?» demanda Holmes en prenant la chaise qui lui était offerte. « Nous nous sommes parlé 2 fois, chaque fois par courrier, » répondit Llewellyn en ouvrant un tiroir et en sortant un mince dossier. Il a fait allusion à des irrégularités. Dans le projet Camden Junction, il a prétendu qu'il existait des documents qui contredisaient les archives publiques. Il était prêt à divulguer quelques cartes et comptes rendus de réunion. Il a dit qu'un coursier arriverait avec un colis lundi dernier. Personne n'est venu. A-t-il nommé le coursier? Non. Il a dit qu'il préférait que je garde les mains propres. Ce n'est pas rare lorsqu'on a affaire à des lanceurs d'alerte. Holmes hocha la tête, l'air indéchiffrable. Et depuis sa mort, Llewellyn tapota de la cendre dans un plateau en fer blanc. J'ai eu 2 visites, polies mais fermes. La première venait d'un homme qui prétendait être du ministère des Transports. L'autre ne portait pas de badge et ne donnait pas son nom. Il a seulement dit que l'affaire était réglée et que je ferais mieux de laisser tomber. J'ai compris. Le message jusqu'à maintenant. Holmes se pencha en avant. « Avez-vous toujours les lettres ?» Le rédacteur en chef les lui tendit. «
Holmes les étudia attentivement, tenant la dernière page à la lumière. Le même papier à lettres que la note dans le bureau de Pendlebury, murmura-t-il. Même écriture. Il glissa les papiers dans son manteau. Merci, monsieur Llewellyn. Votre discrétion pourrait s'avérer cruciale. Avant que l'homme ne puisse répondre, un coup a fait trembler la vitre de la porte du bureau. Un jeune rédacteur, le visage pâle et essoufflé, fit irruption dans la pièce. « Monsieur Llewellyn, il y a un problème. Au bout de la rue. » 2. La fumée. « Monsieur, c'est l'imprimerie. Il s'est passé quelque chose. » Nous le suivîmes dans le couloir, puis dans la rue. Une lueur orange maladive jaillit de l'arrière du bâtiment, et une fumée épaisse, âcre, anormale se répandit. Dans la ruelle pavée, plusieurs hommes passèrent devant nous en courant, portant des seaux, tandis qu'une petite foule commençait à se rassembler aux abords. Llewellyn se fraya un chemin, Holmes et moi le suivant de près. Nous tournâmes au coin de la ruelle et, là encadré par la lueur du gaz et du feu, se dressait l'annexe. Des flammes jaillissaient de ses fenêtres. Un mur d'angle s'était effondré vers l'intérieur, crachant de la suie et du papier comme de la neige noire. Mais c'est la silhouette au sol qui a attiré notre attention. Un homme, immobile, gisait, étendu devant l'entrée arrière, à moitié couvert de papier journal brûlé et de suie. Son manteau, carbonisé aux manches, brûlait encore. Une odeur nauséabonde de laine brûlée flottait dans l'air. Holmes s'agenouilla à côté du corps et examina le visage de l'homme, essuyant les cendres avec un mouchoir. « C'est Philip Gowan », dit-il d'une voix tendue. J'ai immédiatement reconnu son nom. Gowan était avocat junior au Conseil d'arbitrage ferroviaire. Son nom figurait sur les listes de présence examinées par Holmes au bureau de Larchmont. « Que faisait-il ici » demandai-je. « Récupérer quelque chose ou s'assurer qu'il a été perdu » répondit Holmes d'un ton sombre. Il ne s'attendait pas à ce que le feu se propage si vite. Il se tenait là, les yeux scrutant la scène. « Watson, regarde. À gauche, sous cette caisse. Vite !» J'obéis et là, à moitié enfouie sous une poutre tombée, se trouvait une sacoche calcinée. Je la récupérai et la tendis à Holmes. Le cuir était boursouflé, mais le fermoir métallique tenait bon. À l'intérieur, nous avons trouvé des documents à moitié carbonisés, des plans, des notes de service, une enveloppe scellée, à la cire, dont une grande partie était abîmée. Mais certains étaient encore lisibles. Holmes en sortit une feuille et la présenta à la lumière de la lampe. « Certificat d'ingénierie », dit-il. « Originaux. Signés et datés par Pendlebury. Les versions présentées au conseil d'administration étaient falsifiées. Ceci le prouve. » Il se tourna vers Llewellyn. « Tu dois sécuriser ce qui reste, le protéger. Je crains que la chaîne du silence ne soit pas terminée. »« Et Gowan » demanda Llewellyn, les yeux reportés sur le corps. « Je crois qu'il a été envoyé pour récupérer ou détruire ces documents, » a déclaré Holmes. « Par loyauté ou par peur, je l'ignore. Mais il semble clair qu'il a payé le prix de son hésitation. » À l'arrivée de la police et de la brigade des pompiers, Holmes et moi nous sommes retirés. La ville autour de Pinesoft nous semblait plus sombre, le brouillard plus pesant. Nous avons marché en silence pendant plusieurs rues avant que Holmes ne parle à nouveau. Les avertissements de Pendlebury ont été ignorés. Son message a été étouffé. Un deuxième homme, gît désormais mort, lié à la même chaîne de tromperie. Ce n'est plus une simple conspiration, Watson. C'est une orchestration. Par Larchmont, ou quelqu'un agissant en son nom. Nous approchons du chef d'orchestre de cette cacophonie, mais la musique n'a pas encore atteint son apogée. Nous sommes rentrés à Baker Street peu avant minuit. Holmes restait debout, arpentant la pièce et fumant avec une intensité déchaînée, griffonnant de temps à autre des équations ou des listes dans son carnet. Épuisé, je me suis effondré dans le fauteuil et j'ai regardé le feu danser. Finalement, Holmes parla. Il manque encore une pièce, un joueur encore invisible. L'homme au manteau marron, ai-je proposé. Holmes hocha lentement la tête. Oui, il était au cœur du complot, présent à King's Cross, absent de tous les registres, et pourtant au cœur des deux disparitions.
Trouvez-le, et nous remonterons le fil qui démêlera tout. Il m'a regardé, les yeux brillants malgré l'heure. Demain, Watson, je me rendrai au greffe privé de Midland Consolidated. Si leurs ombres ont plané aussi longtemps, c'est là que nous retrouverons la main qui les a projetées. Et sur ce, il se retourna vers le feu, la pipe à la main, l'esprit en feu de déduction. Il était peu après 9 heures le lendemain matin, lorsque Holmes sortit de sa chambre, l'air déterminé, vêtu d'un manteau de voyage sombre et d'un chapeau à bord souple qui lui donnait l'allure d'un notaire de province, plutôt que du plus grand détective conseil du monde. Je n'avais pas encore terminé mon petit déjeuner, qu'il laissa tomber une brochure ferroviaire à côté de ma tasse de thé. Midland Consolidated conserve un registre privé de documents techniques et de planification dans son dépôt administratif près de Paddington, dit-il sans préambule. Aujourd'hui, ils recevront la visite d'un certain monsieur Hildebrand Wicks, un représentant légal mineur d'un trust d'actionnaires londoniens fictifs. Il sera accompagné de son conseiller médical et confident. Il me lança un regard narquois. « Tu veux entrer par tromperie ?» demandai-je en essuyant les miettes de ma moustache. « J'ai l'intention d'obtenir des réponses de ceux qui se croient cachés derrière les registres et la bureaucratie, » répondit-il. « Et vous, mon cher Watson, vous accréditerez mon déguisement. » En moins d'une heure, nous étions assis dans un taxi en direction de l'ouest, notre destination étant une modeste bâtisse en briques de 3 étages, nichée entre les imposants entrepôts et les cheminées du quartier ferroviaire. Aucune enseigne ne s'y trouvait, mais une plaque en laiton poli près de la porte indiquait « Midland Consolidated, division des dossiers techniques ». Nous fûmes admis par un employé à l'air ennuyé qui, après un rapide coup d'œil à la fausse lettre de présentation de Holmes, nous conduisit dans une salle de lecture lumineuse, remplie de classeurs, de grands tiroirs à cartes et de registres qui s'étendaient du sol au plafond. 2 autres hommes travaillaient tranquillement aux 2 coins de la pièce, tous 2 vêtus de manteaux gris arborant le discret sceau de l'entreprise. Un engrenage en laiton surmonté d'un « M ». « Cela va mettre le feu aux poudres, dis-je. Holmes hocha la tête. Pour un temps, mais comme toujours, l'intérêt du public est passager. Les gens liront le scandale au petit déjeuner, exprimeront leur horreur, puis retourneront à leur occupation. Les trains circuleront toujours, les quais seront toujours bondés et la grande horloge de King's Cross poursuivra sa marche impassible. Il se tut à nouveau. Ce sont des moments comme ceux-là qui me rappelaient à quel point mon ami, si souvent perçu comme froid et clinique, portait le poids de ses découvertes. Malgré toute sa logique et son détachement, certains sujets troublaient Holmes d'une manière qu'aucune science ne pouvait apaiser. Cette affaire, je le sentais, avait laissé des traces. « Je dois vous demander, » dis-je après réflexion, « pourquoi avez-vous conservé la montre de Pendlebury sur la cheminée ? Vous n'avez jamais été sensible à ce genre de choses. » Holmes jeta un coup d'œil à la petite horloge en laiton qui tic-taquait toujours, doucement à côté du porte-pipe. « Ce n'est pas une question de sentiment, » a-t-il déclaré. « C'est un rappel. » De quoi ? Même dans l'immense machinerie impersonnelle de l'industrie, du pouvoir et du profit, il existe des individus qui résistent, qui privilégient les principes au confort. Pendlebury savait qu'il serait écarté, mais il a laissé derrière lui un record. Son horloge ne s'est pas arrêtée pour eux. Je laisse le silence s'installer entre nous, respectueux et réfléchi. Holmes, fidèle à lui-même, se détendit rapidement et prit son violon. L'archet se déplaçait doucement sur les cordes, jouant une mélodie douce et méditative que je connaissais depuis nos premières affaires, un air vers lequel il se tournait souvent dans le calme après une résolution. Alors, ai-je osé ? Vas-tu prendre le temps de te reposer maintenant ? Même ton esprit redoutable a sûrement besoin de répit. Holmes haussa un sourcil. Le repos est un luxe curieux, Watson. On le gaspille souvent quand on ne le mérite pas. Heureusement pour moi, je n'ai mérité ni l'un ni l'autre. Il marqua une pause, puis sortit une petite enveloppe de la poche intérieure de son manteau. Elle ne portait aucune adresse, seulement une marque,
la légère empreinte d'un cachet de cire sur laquelle était gravée l'image d'une rose des vents. « Je l'ai reçu hier, » dit-il en me le tendant. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé une seule phrase, griffonnée d'une écriture serrée et délibérée. « Si le vent d'Est souffle, rejoignez-moi au Critérion avant que le trimestre ne sonne. » Monsieur, j'ai levé les yeux. « Mycroft ?» Holmes sourit de manière énigmatique. « Je crois, dit-il, que quelles que soient les tempêtes passées, de nouvelles se profilent à l'horizon. Mon frère écrit rarement, sauf si la tempête est déjà là. J'ai plié, le mot et le lui est rendu. Je prépare mon sac alors. » Holmes me regarda avec cette lueur familière de malice et de détermination, la même qui m'avait attiré dans notre première aventure il y a des années et qui m'avait depuis conduit à travers des ruelles, des salons et des cimetières, à la recherche de la vérité. « Pas encore, dit-il. Pour l'instant, on attend et on écoute. La prochaine affaire se présente toujours d'elle-même si on sait ce qu'on veut entendre. » Il reprit sa musique et je m'adossai, laissant les notes emplir la pièce, se mêlant au tic-tac régulier de la montre de Pendlebury et au bruit sourd de la rue en contrebas. Londres respirait derrière notre fenêtre, intemporel et agité. Dehors, le brouillard se dissipa. Quelque part, un sifflet de chemin de fer retentit, long et bas. Et sous le cadran toujours vigilant de l'horloge de King's Cross, une ville avançait inconsciente peut-être, des crimes qu'elle enterrait dans ses horaires et sa suie, mais toujours gardée par l'esprit calme et vigilant de Sherlock Holmes. « Lady Rowena, dit-il enfin, vous avez bien fait de m'appeler. Je crains que cette affaire ne soit plus qu'une fin soudaine. Elle pourrait bien être le début de quelque chose de bien plus sinistre. Le docteur Watson et moi allons inspecter le quai de King's Cross, puis le bureau de M. Pendlebury. En attendant, je vous exhorte à la prudence. Si quelqu'un souhaitait vraiment que M. Pendlebury se taise, il risque de ne pas apprécier vos questions. » Elle inclina la tête solennellement. « Je comprends, Monsieur Holmes, et merci. Je me sens rassuré entre vos mains. » Alors que nous prenions congé, Holmes s'arrêta sur le seuil et se retourna. « Une dernière question. L'homme au manteau marron, vous a-t-il semblé être un employé des chemins de fer ?» Lady Rowena secoua la tête. « Non, il y avait quelque chose de presque gouvernemental chez lui, mais pas un policier. Il se déplaçait avec trop d'autonomie. » Holmes hocha la tête. « Merci, cela répond à plus de questions que vous ne le pensez. » Nous sommes de nouveau entrés dans le froid, les lampadaires commençant à faiblir dans la lumière du jour qui s'intensifiait. Holmes hélait un taxi d'un signe de la main, le front plissé par une intense réflexion. « Eh bien, Holmes ?» demandai-je en montant à l'intérieur. « Eh bien, Watson, » répondit-il, « un homme ponctuel meurt sous une horloge publique en attendant de révéler un emploi du temps falsifié. Un témoin voit ses effets personnels emportés par un inconnu en tenue simple mais distinctive. Un bureau privé reste inexploré. Les ingrédients sont réunis. Pourquoi ? Pour un scandale, dit-il, bâti non pas sur le sang et la violence, mais sur l'encre, le métal et les minutes. Et j'ai l'intention de le découvrir dans son intégralité. » Alors que le taxi roulait en direction de King's Cross, j'ai ressenti ce frisson particulier que j'avais connu de nombreuses fois auparavant. Le premier frémissement d'un mystère en mouvement, l'instant avant que la grande machine de l'esprit de Holmes ne commence à tourner sérieusement. Le trajet en taxi jusqu'à King's Cross s'est déroulé dans un silence quasi total. Holmes plongeait dans ses pensées. Une seule fois, alors que nous passions sous un pont de chemin de fer maculé de suie, il murmura quelque chose à propos de détournement temporel et de la tyrannie de l'illusion programmée, des expressions que je ne comprenais ni à la lettre ni à la queue leu-leu. Comme souvent au début d'une enquête, j'ai préféré ne pas le presser d'explications. L'esprit de Holmes, tel un instrument de précision, fonctionnait mieux lorsqu'on le laissait tracer son propre chemin élégant vers la clarté. À notre arrivée, la grande façade de la gare de King's Cross se dessinait à travers le brouillard, qui s'éclaircissait, ses fenêtres jumelles cintrées évoquant le regard vigilant d'une immense divinité industrielle. Nous descendîmes et entrâmes par l'entrée sud,
où la circulation matinale commençait à s'intensifier. Des hommes en col raide et manteaux sombres passaient en hâte, mallettes et journaux sous le bras. Des femmes coiffées de chapeaux élégants attendaient sous les auvents les trains à destination des comtés du Nord. Des porteurs slalomaient entre eux avec une agilité experte, traînant malles et colis à travers le hall carrelé. Malgré la récente tragédie, le commerce et la routine continuaient tranquillement. L'horloge de la gare, imposante et fixe au-dessus du quai 4, affichant un tic-tac régulier. Holmes nous dirigea vers l'horloge sans hésitation. « Observez, Watson, dit-il doucement, comment le temps, ce concept immatériel, règne sur le monde matériel. Le pouls même de ce lieu dépend de ce cadran, et sous lui, un homme gît mort pour avoir osé, peut-être, défier ses ordres. La zone située juste sous l'horloge, bien que non bouclée, présentait de subtils signes de troubles récents. Une légère décoloration du carrelage, une légère éraflure sur le banc en fer. L'observateur attentif aurait également pu remarquer la présence de 2 agents en civil flânant près d'un kiosque à journaux, observant la foule avec une indifférence étudiée. Holmes les remarqua, bien sûr, et leur adressa un bref signe de tête. L'un d'eux lui répondit d'un léger hochement de tête. La main invisible de Scotland Yard était toujours présente. Nous nous sommes agenouillés discrètement au pied de l'horloge du quai. Holmes examinait le carrelage, les bancs environnants, les montants en fer du surplomb et même les ferrures en laiton d'un lampadaire voisin. Je l'observais travailler comme je l'avais fait maintes fois auparavant, les yeux rivés, les doigts scrutants, les narines dilatées subtilement comme pour flairer des traces invisibles. Pour un non-initié, cela n'aurait semblé qu'une curiosité excentrique. Mais j'y ai reconnu ce que c'était, un examen méthodique élevé au rang d'art. Il sortit sa loupe et s'accroupit pour inspecter une couture particulière dans les carreaux. « Regarde, Watson », murmura-t-il en me faisant signe d'approcher. « Ce joint est plus foncé que les autres, humide, récemment nettoyé. Peut-être ont-ils nettoyé la zone après l'incident, peut-être, mais seule cette partie a été traitée. Remarquez la poussière sèche accumulée sous les pièces du banc, à 2 mètres de distance. Pourquoi passer la serpillière ici tout seul? Je n'ai rien dit, j'ai attendu. » Holmes se leva et se tourna vers le mur voisin, scrutant les briques avec intérêt. Voyez comme la suie s'accumule plus épaisse vers les hauteurs, pourtant juste au-dessus du niveau des yeux, une bande a été nettoyée. Que parieriez-vous qu'il se tenait là, Watson? J'ai suivi son regard. Un homme? Pendlebury? Exactement. Son dos était appuyé contre le mur, il a peut-être glissé, et là, il se baissa de nouveau. Des égratignures, récentes, superficielles, du métal sur de la pierre, pas la pointe d'une botte, trop fine, une mallette traînée ou lâchée à la hâte, peut-être. À ce moment-là, une voix familière s'éleva derrière nous. « Bonjour, Holmes, docteur. Nous nous sommes retournés et avons vu l'inspecteur Lestrade approcher. Sa démarche toujours vive, légèrement gênée par la foule des voyageurs. Il semblait harcelé mais résolu, son chapeau melon sous le bras, son imperméable déboutonné révélant un gilet sous lequel brillait une chaîne de montre proéminente. Lestrade, le salua Holmes d'un ton neutre. « Tu t'occupes encore des braises du mystère d'hier ?» L'inspecteur renifla. « On le soigne, peut-être. Mais pas d'incendie, Holmes. Le coroner parle de cause naturelle. Le cœur a lâché, probablement. Le gars avait presque 60 ans et sa blessure était plus tendue qu'un tambour de navire, à ce qu'on dit. »« En effet, » répondit Holmes, en plissant les yeux. « Et la mallette ?» Lestrade resta bouche bée. « Et alors, Lady Rowena l'a vue enlevée par un homme en pardessus marron, pas un agent de police, pas un employé des chemins de fer, un étranger. » Lestrade hésita. « Les services de sécurité ferroviaire, » dit-il finalement. « Ils ont leurs propres agents maintenant, apparemment. Une nouvelle division de surveillance, des entrepreneurs privés, convoqués par le conseil d'administration avant mon arrivée. Sale affaire, Holmes. Politique, contrat, pas dans nos habitudes. » L'expression de Holmes s'accentua. « Connaissez-vous le nom de cet homme ?»« Il ne voulait pas le donner, » admit Lestrade.
Il a dit qu'il avait des ordres, une pièce d'identité suffisamment voyante pour faire reculer les agents. Montrez-moi où Pendlebury est tombé. Lestrade nous conduisit à un endroit précis sous l'horloge, dont Holmes avait déjà largement déduit l'emplacement. Il a été retrouvé ici même. Il portait encore ses gants, serrant sa mallette comme s'il avait l'intention de la livrer quelque part. D'où venait-il? Du côté de Saint-Pancras. Mais on ne l'a vu sur aucun des quais de Midland. Il est arrivé depuis la station de taxi, selon des témoins. Holmes hocha la tête. Et c'est bien, tarif normal. Montre de poche, portefeuille, talon de billet, jamais utilisé. La mallette a disparu, comme je l'ai dit. Holmes s'agenouilla de nouveau, apparemment absorbé par un mégot de cigarette jeté près de la base de la colonne. Il le renifla brièvement, puis le glissa dans une enveloppe en papier ciré. « Ce n'est pas sa marque, » dit-il doucement. Pendlebury fumait de la cigarette turque. Celle-ci est coupée en Virginie et récemment éteinte. « Tu penses que quelqu'un le surveillait ?» demandai-je. « Je pense, » répondit Holmes en se levant et en époussetant ses genoux. « Que quelqu'un a anticipé chacun de ses mouvements et s'est assuré qu'il ne terminerait pas son rendez-vous. » Nous nous séparâmes de Lestrade peu après, Holmes ne nous adressant qu'un bref signe de tête en guise d'adieu. À la sortie de la gare, le soleil perça enfin les nuages, projetant une pâle lumière dorée sur les façades striées de suie du cœur de Londres. C'est par une matinée humide et venteuse du début novembre 1893 que je me retrouvai assis face à mon ami singulier, M. Sherlock Holmes, au coin de notre foyer familier du 221B Baker Street. La pluie frappait les vitres avec une intensité rythmique et la brume grise s'accrochait obstinément au toit de Londres, obscurcissant l'horizon comme un linceul. Holmes, les longs membres disposés dans une posture d'indifférence désinvolte, fumait sa pipe avec cette expression de détachement à demi-clos que j'avais appris à reconnaître comme le signe avant-coureur d'une grande activité mentale. « Je suppose, remarqua-t-il aussitôt sans lever les yeux du feu, que votre curiosité n'a pas encore été piquée par le malheureux incident survenu à King's Cross ce matin ?» J'ai cligné des yeux. Je n'étais pas au courant qu'il y avait eu des affaires. La poste n'a apporté qu'une facture et un mot de mon frère. Alors permettez-moi de vous éclairer, dit Holmes, se levant avec ce regain d'énergie soudain qui semblait toujours suivre les périodes d'immobilité. Il lança un exemplaire du chronique du matin sur la table devant moi. Observez la troisième colonne, moitié inférieure, juste en dessous du compte rendu des débats de la cour de chancellerie. Je pris le journal en main et parcourus la page comme indiqué. L'article de longueur modeste et rédigé dans la prose indifférente du journalisme quotidien portait le titre suivant « Décès mystérieux d'un employé des chemins de fer à la gare de King's Cross peu, avant l'heure de pointe matinale, la gare de King's Cross, le corps de M. Horace Pendlebury, responsable de la planification des trains de la Midland Railway, a été découvert sous l'horloge centrale du quai. Les premières investigations policières n'ont révélé aucun signe de violence, bien que la cause du décès demeure incertaine. Des témoins décrivent M. Pendlebury comme étant arrivé seul, comme à son habitude, à 7h35 précise. Il a été retrouvé à peine 15 minutes plus tard, effondré, sa serviette toujours serrée à la main. Les autorités n'ont pas exclu une cause naturelle, mais la police métropolitaine a ouvert une enquête. L'inspecteur Lestrade de Scotland Yard serait en charge des lieux. Alors, demanda Holmes, ses yeux gris perçants brillant d'impatience. Qu'en pensez-vous? J'ai relu le passage, un peu perdu. Un homme s'effondre dans une gare très fréquentée. Ne s'agirait-il pas simplement d'une apoplexie ou d'une insuffisance cardiaque? L'article semble le suggérer. Holmes eut un léger sourire. Juste comme ça. Et pourtant, le nom de Pendlebury devrait être familier. À quiconque a suivi les récentes controverses autour des appels d'offres ferroviaires. Cet homme avait des ennemis, Watson. Des discrets, des politiciens, ceux qui auraient préféré son silence. Vous soupçonnez alors un acte criminel? Je soupçonne, dit Holmes en attrapant son violon, que le tic-tac de l'horloge
De la gare masque plus que l'heure. Si l'estrade a été appelée, ce n'est pas un simple effondrement. De plus, j'ai reçu ceci. Il brandit un télégramme plié, à 8h07 précise, ce matin. De Lady Rowena Standish, rien de moins. Urgent, venez immédiatement. Pendlebury est mort, horloge de la gare. Pas ce qu'il paraît. Lady Rowena, répétai-je surprise. La veuve de Lord Standish, celle-là même qui finance l'extension. Du South East and London Light Railway. La même, dit Holmes en grattant une note de son violon. Et, soit dit en passant, une amie proche de feu, M. Pendlebury. Nous sommes attendus à sa résidence de Mayfair dans l'heure. Je me suis levé, ramassant mon manteau et mon chapeau. Tu crois vraiment qu'un crime est en préparation? Je crois, dit Holmes en s'arrêtant sur le seuil, que lorsqu'un homme meurt sous l'horloge de la gare, indemne et avec une mallette remplie de plans d'itinéraire confidentiels à la main, il n'y a plus qu'une simple coïncidence. Allons, Watson, le Bishops jeu comme toujours est en marche. Sur ce, nous sommes entrés dans le brouillard tourbillonnant de Londres, dans le pouls d'une ville pleine de secrets, et vers un mystère qui nous mènerait à travers les horaires, la trahison et le cœur battant de l'intrigue victorienne. Notre fiacre sillonnait les ruelles boueuses de Londres avec une aisance éprouvée, le claquement rythmé des sabots et le cliquetis des roues étant les seuls accompagnements de nos pensées. Holmes se tenait droit, son regard perçant fixé au loin comme s'il observait les courants changeants d'un jeu invisible se déroulant à travers la ville. Il ne parla pas pendant le trajet, une omission que j'avais apprise depuis longtemps à ne pas interrompre. Je me suis occupé à me remémorer le contenu de la coupure de presse et ce que je savais de Lady Rowena Standish, une figure éminente et philanthrope dont le nom figurait dans de nombreux projets civiques. Qu'elle ait convoqué Holmes dans un délai aussi court et avec une urgence aussi énigmatique était un détail qui refusait de s'installer confortablement dans mon esprit. Nous arrivâmes au 27 Cavendish Square, une imposante demeure géorgienne dont la noblesse extérieure ne trahissait en rien l'atmosphère angoissante qui régnait à l'intérieur. Un majordome en livrée nous accueillit avec une révérence si impeccable qu'elle semblait avoir été repassée. On nous conduisit aussitôt dans un salon à l'élégance discrète et raffinée, rideaux de velours, papier peint pastel et un feu crépitant comme pour défier le ciel gris. Lady Rowena Standish se leva pour nous accueillir, son allure gracieuse malgré la tension visible sur son visage. Elle avait peut-être la fin de la quarantaine, son regard perçant et intelligent sous une élégante couronne de cheveux châtains striés d'argent. Sa robe de deuil, bien que récente, était portée avec la dignité naturelle de quelqu'un qui s'était depuis longtemps habitué aux attentes de la haute société face au deuil. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, » dit-elle d'une voix ferme mais tendue. « Merci d'être venu si vite. Je vous prie de m'excuser pour la franchise de mon télégramme, mais je craignais que plus je tardais, plus la vérité ne soit dissimulée. » Holmes inclina la tête. « Nous sommes à votre disposition, Lady Rowena. Votre message suggère que vous avez des raisons de douter de l'explication officielle de la mort de M. Pendlebury. »« Oui, » répondit-elle, en nous faisant signe de nous asseoir. « Bien que je ne puisse en être certaine, je suis convaincu qu'Horace n'est pas mort de cause naturelle. Je le connais depuis trop longtemps et trop bien pour accepter cette explication sans la remettre en question. Vous étiez proche, alors. » Elle hésita. Nous étions compagnons sur bien des points. Horace était un conseiller de confiance, sur plusieurs projets d'infrastructure, notamment le tracé des nouvelles lignes de contournement nord et sud via Camden. Il était précis, d'une précision obsessionnelle, et tenait des registres détaillés. Il n'aurait jamais été assez imprudent pour s'effondrer en public avec des documents confidentiels en main. Holmes croisa les doigts sous son menton. « Vous avez mentionné l'horloge de la gare dans votre message. Quelle signification a-t-elle »« C'est ça, dit-elle en se penchant en avant, qui me trouble le plus. Horace organisait nos rendez-vous en fonction du tic-tac de cette même horloge. Toujours à la minute près, toujours sous le cadran, disait-il. Hier soir, il m'a envoyé un message demandant un mot en privé ce matin. Urgent, disait-il, au sujet des appels d'offres de la ligne Camden. Il était craintif.
Paranoïaque même. J'ai suggéré ma résidence, mais il a insisté pour King's Cross, sous l'horloge centrale du quai, à 7h45 précise. Holmes ne répondit pas immédiatement. Ses yeux se plissèrent légèrement. « Et quand êtes-vous arrivé ?»« Je ne l'ai pas vu, dit-elle avec regret. Il y a eu un accident de voiture devant Holborn. Je suis arrivé en retard, trop tard. Le temps d'arriver sur le quai, la zone était déjà bouclée. » L'inspecteur Lestrade supervisait la situation. Je me suis identifié et j'ai demandé à voir le corps, mais il a refusé, invoquant la procédure officielle. Ce que j'ai vu, c'est la mallette. Elle était manipulée par un homme en pardessus marron, certainement pas un uniforme de police. Et puis, elle a disparu, emportée. Personne n'a voulu dire qui il était. Holmes se leva et commença à faire les 100 pas. « Qu'un homme en pardessus marron », murmura-t-il, « pas en uniforme, probablement pas non plus un membre du personnel du commissariat local. Curieux. Pendlebury a-t-il parlé de menaces ou de sentiment d'être surveillé? Il a fait allusion à des manipulations, des contrats qu'il aurait dû approuver sous pression. Il n'a jamais nommé personne, mais il a parlé d'un calendrier incorrect par conception. J'ai supposé que c'était son agitation habituelle. Mais maintenant, un emploi du temps mal conçu, répéta Holmes. Choix de mots intéressant. Il suggère non pas une simple erreur, mais une intention. Dites-moi, Lady Rowena, Monsieur Pendlebury possédait-il un bureau privé ou un bureau à votre connaissance? Il aurait pu conserver des documents sensibles quelque part? Elle hocha la tête. Oui, il louait un petit bureau au-dessus d'une librairie rue Argyle. Très discret. Il y effectuait tous ses travaux confidentiels. J'en ai la clé. Holmes se tourna brusquement vers elle. Cela pourrait s'avérer précieux. Puis-je la voir? Bien sûr, dit-elle en sortant une fine clé en laiton de son sac à main et en la lui tendant. Holmes le mit dans sa poche et se tourna vers la fenêtre, où la faible lumière du matin peinait à percer le brouillard. Il resta silencieux un moment.